c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Nous recevons aujourd'hui Olivier Bourdeau. Nous avions beaucoup aimé En attendant Boys and Girls, sorti il y a quelques années. L'histoire d'une famille fantaisiste racontée par les yeux du petit garçon, qui ne voit pas ce que la réalité imposera à la folie de sa mère. L'histoire d'un couple qui danse sur Nina Simone, majestueux. Dans Florida, autre parent, autre folie. La narratrice nous raconte ce que l'on peut faire de son corps d'un extrême à un autre. Derrière les paillettes des concours des mini-miss américaines, une réalité bien moins brillante. Emmanuelle Boiset est directrice et éditrice aux éditions Finitude. Texte rare, réédition, primo-romancier. Le catalogue de Finitude laisse aussi la place à de beaux objets, des livres que nous aimons feuilleter et garder. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Olivier Bourdeau et Emmanuelle Boiset. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui avec une histoire américaine, une histoire de concours des mini-miss au corps sculpté par les muscles. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Olivier Bourdeau. Bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour votre troisième roman qui s'intitule Florida, qui est paru aux éditions Finitude, dont nous parlera votre éditrice Emmanuelle Boiset dans la seconde partie. Vous y racontez Elisabeth qui, depuis le jour de ses 7 ans, participe à ces concours. C'est une idée de sa mère qui l'a préparée et inscrit pour un premier concours de mini-miss qu'elle emporte. Ce sera le seul qu'elle emportera, puisqu'après elle va devoir se limiter au maximum à la seconde place. Comment est née cette histoire, Florida, Olivier Bourdeau, qui va s'étaler dans le temps, puisque des mini-miss, on va passer au concours des bodybuilders et des bodybuildeuses? Eh bien écoutez, l'histoire et le développement de l'histoire s'est étalé dans le temps, puisque en fait l'origine c'est un documentaire tout bête regardé un lendemain d'ivresse à la télé, les yeux mi-clos, et j'ai été effaré de voir les mères et les filles, malheureusement, la relation qu'il y a, le regard perdu des enfants et le regard déterminé des mères, et c'est ce sentiment qui m'a poursuivi pendant quelques heures, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais écrire un roman sur ce sujet-là. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça, ce que vous dites, le regard déterminé des mères et le regard perdu des filles. C'est vraiment ce qui arrive à Elisabeth et puis à sa mère, dans une famille complètement dysfonctionnelle, certes, mais c'est le rêve de qui de participer à ces concours? C'est le rêve d'Elisabeth, la fille, ou c'est le rêve et la mission, je prends ce mot volontairement, de la c'est mère? un beau mot. Écoutez, en fait, quand on regarde des documentaires, ce qui a été mon cas, jusqu'à l'overdose, on constate qu'il s'agit souvent d'une coproduction. Évidemment, les petites filles sont ravies de s'habiller en princesse. Néanmoins, parfois, et dans le cas d'Elisabeth, c'est une coproduction au début. Enfin, la mère suggère, la mère impose, la mère offre. C'est un cadeau, c'est une fête, elle est première, elle est très heureuse de l'être, et Elisabeth est heureuse dans un premier temps. Néanmoins, comme vous l'avez dit, elle ne gagnera plus jamais. Et à ce moment-là, arrive le dégoût des autres, le dégoût de soi-même, et la différence et la dichotomie qu'il y a entre la volonté de la mère de remonter sur la première marche et la volonté de la fille de quitter totalement le podium. Elle veut quand même un temps, quand même, cette fille, cette Elisabeth, tenter sa chance pour revenir à la première place. Sauf qu'elle va changer de mode de concours. Voilà, exactement. Mais alors, évidemment, on peut se mettre à sa place. C'est grisant d'être première, c'est grisant d'être acclamée, prise en photo. Et donc, forcément, elle va jouer le jeu pendant un certain temps. C'est tout à fait logique. Enfin, on peut pas lui en vouloir. Puis en plus, c'est un jeu. Mais lorsque ce jeu se transforme en torture, il n'y a pas d'autre mot, le maquillage, les heures de maquillage, cette anecdote qui est vraie et terrifiante. D'ailleurs, tout ce qu'il y a de plus terrifiant dans le roman est vrai. C'est-à-dire la chirurgie esthétique. Alors la chirurgie esthétique, oui, mais le gober des œufs de vers solitaire de Ténia, ça, ce sont des histoires qui se sont réellement passées. Mais sans aller à cet extrême, les œufs de Ténia, c'est abominable. Sa mère ne fait pas ça, c'est un fait divers. Mais de passer 1 heure à être peinte, il n'y a pas d'autre mot, comme un vulgaire mur par un rouleau pour avoir de l'autobronzant et ressembler à un retraité de Floride, ça,
Bon, les premières fois c'est drôle, j'imagine que tous les week-ends ça devient très pénible. Voilà. Et la chirurgie esthétique, vous avez raison, étant donné... Forcément, lorsqu'on passe de la première à la troisième place, il y a toujours un moment où il faut activer des leviers. Et puisque, étant jugé sur son physique, ce qui est le pire des jugements en réalité dans une compétition, on n'a aucune marge de progression sauf ses leviers. Et sa mère considère que cette oreille légèrement décollée est la cause de sa chute dans les classements, et donc elle décide de recoller cette oreille. Voilà, ça devient une obsession. Absolument. Alors il y a effectivement ce concours de beauté, Olivier Bourdeau pour Elisabeth, mais elle est quand même aussi intelligente, c'est-à-dire qu'elle est quand même première de la classe. Alors elle va faire en sorte de mettre à distance sa famille et son univers très nocif en allant en pension et en faisant un geste absolument dégoûtant sur scène pour essayer d'aller à l'extrême de ce qui est possible. Mais je pense que c'est pas si dégoûtant. Je suis désolé de vous couper la parole. Je me dis que c'est justement le contraire absolu de ce qu'on attend d'elle, et par conséquent c'est d'une logique implacable. Je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Ouais. Mais du coup, elle se retrouve à nouveau première de sa classe dans la pension, mais vue avec une certaine distance, parce qu'en plus, ça commence à mettre vraiment à distance. Ce qu'elle a vécu, elle prend du poids. Son compagnon, vous le dites, c'est le distributeur automatique qu'elle fréquente assidûment. Et puis avant cela, il y a une histoire avec un homme du quartier qui est un professeur qui va titiller, stimuler son intelligence, sauf qu'il va être un pédophile, alors qu'il n'y aura rien entre eux. Oui. Mais il y a cette image qui fait que ça dégrade complètement l'image qu'elle a. Qu'elle a d'elle, évidemment. Mais vous mettez en scène cela, Olivier Bourdeau, c'est qu'à chaque fois qu'elle va vers l'intelligence, à chaque fois, elle se distingue et elle est marginalisée malgré tout. Exactement. En fait, il y a souvent une méfiance vis-à-vis des premiers de la classe à l'adolescence. Donc c'est un lieu commun, mais enfin donc c'est pour ça que c'est parfaitement crédible, et elle est très belle au début, et donc elle s'attire le dégoût et la haine de certains élèves parce qu'elle est belle, parce qu'elle est première, et son corps lui pose encore des problèmes puisque elle attise la convoitise des jeunes garçons et donc la jalousie des autres filles. Et donc le corps est encore un problème pour elle, alors que c'est tout le paradoxe. Elle est intelligente et belle, la vie est magnifique devant elle, et elle n'a que des problèmes. Et en ce qui concerne ce professeur, effectivement, à un moment, elle dit à sa mère, et elle recevra une gifle, lui au moins m'offre des livres plutôt que des strings taille 10 ans. Effectivement, c'est tout le paradoxe par rapport à ce que l'on sait de ce qu'est ce professeur et ce qu'il a pu commettre. C'est la première personne à s'intéresser à sa cervelle. Voilà, c'est ça. Et c'est désolant que ça se termine comme ça, mais en fait, la mère trouve ça inacceptable qu'on concentre l'attention sur une qualité qu'elle ne veut pas mettre en avant. Voilà. Mais cette Elisabeth, elle est toujours à la marge, elle est toujours différente des autres. Elle est première au premier concours de beauté. Ensuite, elle se démarque des autres filles de sa classe, vous l'avez dit, Olivier Bourdeau, par sa beauté. Elle se démarque aussi par son intelligence. Ensuite, elle va prendre du poids, donc elle va aussi se démarquer par cela, faire honte même à ses parents, en tout cas c'est comme ça que vous le racontez, et puis prendre du muscle, et donc être sans arrêt finalement à la marge, avoir toujours des rapports difficiles de sociabilité avec les autres. En fait, je voulais que chacune de ces qualités se transforme en malédiction. Elle a vraiment tout pour réussir, et ce qu'on exige des gens de manière habituelle se retourne systématiquement contre elle. C'est-à-dire que c'est vraiment la petite fille idéale qui se retrouve accablée par les qualités dont elle est pourvue. Et ça, dans une famille, je le dis tout à l'heure, il y a Bourdeau, qui est dysfonctionnelle, où elle est, la princesse, elle appelle sa mère, parce que c'est un roman écrit à la première personne, la reine-mère, le père est vu comme le valet, et les lieux du concours, comme le pensionnat, sont vécus comme des châteaux. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur des châteaux moches? Évidemment, sauf le pensionnat qu'elle apprécie. Oui. Parce que le pensionnat, en fait, à Jacksonville, c'est vraiment un château espagnol. Ah, en plus, ouais. Ouais, non, mais pour de vrai, donc, oui, c'est un lieu de liberté. Mais elle est dans une famille complètement dysfonctionnelle, c'est une histoire de destruction de la famille, mais malgré tout, le lien reste, le lien perdure malgré les transformations physiques, malgré le dégoût que les membres de la famille ont les uns pour les autres. Évidemment, enfin, je pense que même si on déteste ses parents, on essaye toujours au fond de soi et tout au long de sa vie de récupérer un regard bienveillant, admiratif sur ses épaules. La haine n'enlève pas ce besoin.
Non, mais c'est vrai. C'est un peu c'est le drame en réalité. On n'arrive pas totalement à se déconnecter. Si elle avait réussi à s'éloigner de ça et à mettre une croix, elle n'aurait pas vécu la deuxième partie du roman. Voilà. Donc en tentant d'être indépendante, elle est toujours, je déteste cette expression, sous emprise, elle est trop à la mode celle-ci, mais vous voyez, la vengeance et tout, c'est une prison, c'est tout sauf la liberté. Elle a l'impression de s'émanciper, or elle reste dans le giron de ses parents par le biais de la vengeance qu'elle veut leur imposer, quoi. Voilà. Puis elle les unit, le père et la mère, qui étaient désunis par le dégoût qu'ils ont d'elles-mêmes. Alors ça, c'est souvent un miracle de l'adolescence, hein. Très honnêtement, quand l'enfant ou l'adolescent devient insupportable, des parents qui ne s'apprécient pas trop se retrouvent liés par le combat contre cet atroce petit être qu'est l'adolescent. Alors une Elisabeth qui va complètement se transformer dans Florida Olivier Bourdeau, puisque du concours de beauté, elle va passer à la sculpture de son corps en rencontrant un photographe qui s'appelle le projet Florida, qui va la photographier tous les jours dans la même pose, en regardant aussi les transformations du corps. Elle va prendre du poids, elle va prendre des kilos, elle va transformer comme ça son corps jusqu'à arriver ensuite au concours de Miss Muscle. Pourquoi cela vous a intéressé de faire passer une petite fille des mini-miss à une adolescente qui va faire de son corps une œuvre d'art, mais complètement différente de ce qui était attendu lors des mini-miss? Bah, écoutez, en fait, ce sont les deux faces de la même pièce. Et c'était intéressant qu'un personnage vive les deux, l'esthétique et le monstrueux, dans la même vie. Voilà. Et le fil conducteur, c'est le physique, l'apparence et la volonté de monter sur la première marche du podium. Et ceci dit, pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole, mais là, elle a l'illusion de contrôler son destin puisqu'elle contrôle son corps. Voilà, elle veut reprendre son destin en contrôlant son corps. On voit que ça n'est pas aussi simple que ça. Bah oui, puisque elle est avec un photographe, donc ça se monnaie. Elle fait d'autres concours, donc elle doit aussi correspondre à des canons qui sont pas forcément ceux qu'elle aurait souhaité ou décidé par elle-même. Et vous avez situé ce roman Olivier Bourdeau dans une période très particulière. Elisabeth, elle est née en 89, c'est-à-dire qu'elle arrive dans les années 90 sur ces concours-là. Et vous l'écrivez à un moment dans votre roman, c'est la dernière période entre ces concours qui vont dans le plus extrême et avant qu'on arrive à une demande malgré tout de féminité, ce qu'on peut voir dans le sport avec les sportifs qui se sculptent parce qu'on est dans la professionnalisation, donc il faut que leur corps soit extrêmement musclé et qui parfois surinvestissent des signes de féminité parce que la société leur impose. Pourquoi vous avez choisi justement ce moment de bascule, ce dernier temps avant que la féminité l'emporte? Alors déjà, je vous remercie pour cette question parce que c'est la première fois qu'on me la pose et c'est vrai que c'est une question intéressante. Tout simplement parce que à la fin des années 90, il y a beaucoup de fédérations de concours de musculation et de bodybuilding et il en reste une ou deux qui maintiennent encore ces concours de gonflage à l'extrême, mais globalement la plupart des fédérations ont interdit ça parce que les femmes devenaient ni des hommes ni des femmes devenaient des intermédiaires et se détruisaient la santé, quoi, tout simplement. Il suffit de regarder des vidéos, là encore, j'en ai regardé jusqu'à la nausée. Et donc, oui, il y a les fédérations ont demandé à ce qu'un critère reste et soit mis en avant, c'est la féminité. Donc, ces concours n'existent quasiment plus. Ouais. Et je trouvais ça intéressant que ce soit dans cette période trait d'union. Ouais, avec la difficulté, hein, ça veut dire quoi être féminin quand on est extrêmement musclé par rapport à ce qui est attendu de la société. C'est tout le débat, voilà. Débat auquel je n'ai pas de réponse. Néanmoins, il faudra se pencher sur les statuts des fédérations pour voir à quoi correspond leur définition de la féminité. Absolument. Est-ce pour cela que vous avez choisi de situer aussi votre roman Olivier Bourdeau aux États-Unis, hein? Le titre c'est évidemment Florida. C'est parce que il n'y a que là que ça se passe? Non, il y en a dans d'autres pays. En France, c'est interdit, mais les deux, hein, je parle. Hein. À la fois les mini-miss, avec énormément de concours, parce qu'elle en fait quasiment tous les week-ends quand elle est. Oui. C'est le cas d'ailleurs. Enfin, dans les années 90, il y avait. Je ne sais pas si c'est calmé, mais évidemment, on pouvait inscrire ses enfants quasiment tous les week-ends. Ça devient un rituel et forcément on passe sa semaine à l'école et ensuite les lundis deviennent très pénibles, je suppose, dans ce cas-là.
Pourquoi aux États-Unis? Écoutez, il y a que dans ce pays-là qu'on pouvait passer d'un extrême à l'autre, à mon sens. Mais en fait, j'ai le sentiment d'énoncer des banalités, mais malheureusement, c'est une vérité. C'est le pays de tous les possibles et de tous les extrêmes. Par conséquent, voilà, j'énonce des banalités. Vous me pardonnerez. On sait bien, Olivier Bourdeau, c'est ce qui fait très aimable. La saveur de votre roman. Cependant, c'est un roman écrit quand même par un Français. C'est-à-dire que c'est pas le roman américain tel qu'on a l'habitude de le lire. Est-ce que ça vous a interrogé, ça, en tant que Français? Comment raconter une histoire américaine à un public français? Ah, écoutez, alors là, je n'ai pas de réponse intelligente. Donc ce sera une réponse bête. Non, écoute, il y a des journalistes qui ont trouvé que ça ressemblait à un roman américain, d'autres pas du tout. J'ai écrit comme je le sentais. J'ai beaucoup lu de romans américains avant de me mettre, pas pour les copier, mais pour avoir une ambiance. Voilà. Je ne sais pas si c'est un roman américain écrit par un Français ou un roman français. Certainement pas écrit par un Américain. Non, ça c'est sûr. À chaque lecteur, vous voyez, j'ai annoncé en préambule que ma réponse était bête. Ouais, mais pas tant que ça. Et je ne suis pas décevant. Si, vous toujours à la hauteur de mes annonces. Alors, Olivier Bourdeau, dans ses podcasts, nous intéressons aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, exécrable. Emmanuel Boisé, qui est à vos côtés et qu'on entendra dans un instant. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditrice? Ah, excellente question. Je suis très heureux d'être avec Finitude pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, ce sont les ping-pong, c'est-à-dire les échanges de chapitres, les périodes de correction qui se passent de manière très fluide, intelligente, intéressante. Il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de... bon, parfois, je dois reconnaître que quand je raccroche, je maugre, je grogne, il me fait chier, pourquoi est-ce que je devrais enlever ça, il est hors de question. Mais tout se finit par un compromis. Et puis, bon, je ne peux pas avoir raison contre tout le monde, donc au bout d'un moment, je me dis, effectivement, il faut que je modifie ça, il faut que j'enlève cela. Et quand je m'accroche à un passage, il le comprend, il l'accepte. Alors c'est drôle parce que là je me suis accroché à un passage. À 2 reprises, Thierry, qui est le mari d'Emmanuel, est revenu en me disant t'es sûr que tu veux pas l'enlever? Je me suis accroché, j'ai dit non. Et c'est le passage dont s'est servi Bec BD pour me défoncer. Ah bah d'accord. Non, c'est vrai. Et je me suis dit, tiens, il a peut-être raison. Mais après, il y a que Bec BD qu'on a parlé. Mais pareil pour Pactum Salis, j'avais été retrouver une description de mon premier roman qui n'avait pas été édité. Et c'était une description que j'imaginais lyrique. Et Thierry me dit c'est de la guimauve intégrale, je ne veux pas de ce passage. Emmanuel était un peu plus partagé, il m'a dit tu peux le garder si tu veux, et je l'ai gardé. C'était une description de la vue d'un hôtel, enfin bon bref. Et le premier commentaire qui arrive sur Babelio, c'était un truc en disant regardez cette merde. Bon, et parfois j'ai raison. Voilà, c'est assez. Je sais pas si c'est partagé, mais enfin bon, il y a toujours un moment où je me dis, c'est mon éditeur, c'est son métier, il doit avoir raison, et donc voilà, tout se passe bien. Il y a pas de colère, il y a des petits agacements qui sont vite réglés, et donc ça se fait assez intelligemment, et j'aime bien cette période. J'aime bien quand il y a trop de rouge sur les pages, ça m'agace forcément. Mais au fil des textes, généralement, les pages deviennent de moins en moins colorées. C'est normal. Ils apprennent aussi à vous connaître parce que ça fait quand même 3 romans avec eux. Oui, et il y en aura d'autres. Donc forcément, le travail a évolué. Bah pas tant que ça en réalité. Non, déjà Bojangles, il n'y avait aucune correction. Enfin, aucune. Il y avait beaucoup de répétitions, mais j'ai corrigé le texte en un après-midi. Je me suis dit c'est parfait la vie d'écrivain, c'est d'une facilité déconcertante. Et pour Pactum Salis, les corrections ont duré 3 semaines, et puis là les corrections ont duré 3 semaines aussi à peu près. Ça c'est rapide. Ouais, bon, on passe de 3 heures à 3 semaines. Oui. Si le prochain c'est 3 ans, ça risque d'être pénible. Pourquoi ça aux éditions Finitude, donc vous avez
envoyé votre premier texte et je rajoute la question à la question, pourquoi êtes-vous resté chez eux 3 textes plus tard? Eh bien, écoutez, alors j'ai envoyé parce que on m'avait conseillé, mais bien avant, d'envoyer aux éditions Finitude, et j'étais mégalo, orgueilleux, fier, que des qualités incroyables. Et donc je me disais, ben non, moi je veux un grand éditeur, je veux Gallimard, je veux Grasset. Et donc je me suis acharné, j'ai perdu un temps considérable à essayer d'obtenir les faveurs de ces grandes maisons capricieuses. Et un jour, j'ai lu un article sur un livre de Michel Déon, parce que j'aime beaucoup les textes de Déon, et Finitude avait édité un recueil de nouvelles, et je me suis dit, voilà mon éditeur. Enfin, en tout cas, j'espère. Puis j'ai envoyé, et ils m'ont répondu très vite. Écoutez, tout se passe à merveille, donc j'ai aucune raison de partir. Évidemment. Vous sembliez, de votre point de vue, ressembler à la ligne éditoriale des éditions Finitude? Oui, alors ça c'est très important. C'est un monde bien curieux et complètement inaccessible. Et évidemment, en m'enseignant beaucoup, j'ai appris qu'il fallait évidemment, ça semble couler de source comme ça, mais je n'y avais pas réfléchi. Il faut regarder le catalogue de l'éditeur et voir si ce qu'on écrit correspond. Bon, ceci dit, Finitude avait marqué sur son compte, nous n'acceptons pas les recettes de cuisine. Donc je me suis dit que déjà j'avais un point commun avec eux. Je lis quasiment tout ce que Finitude édite, publie. Quasiment tout, et donc oui, sans avoir de ressemblance, il y a un état d'esprit, voilà. Enfin, en tout cas, mes textes ne dissonnent pas avec le reste du catalogue. Et voilà, parmi vos textes, on peut donc trouver Florida, c'est le 3e roman Olivier Bourdeau que vous avez fait paraître aux éditions Finitude, dont nous parlera dans un instant Emmanuel Boisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très bon moment. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur, en votre compagnie. Emmanuel Boisé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice avec votre mari des éditions Finitude, créées il y a près de 20 ans. Nous venons d'entendre donc Olivier Bourdeau nous parler de Florida, le 3e roman, comme les 2 précédents que vous avez publiés aux éditions Finitude. J'aimerais d'abord avoir votre point de vue sur la manière dont vous travaillez ensemble. Olivier Bourdeau a bien parlé d'un jeu de ping-pong qui était extrêmement intéressant, mais qui finalement allait assez vite, puisque à part le premier livre, 3 heures de retravail pour lui, les 2 autres n'ont demandé que 3 semaines. Ça veut dire qu'il vous livre des textes qui sont déjà presque prêts à être publiés. En fait, il y a effectivement 3 semaines à peu près de ping-pong. Avant ça, il y a quand même aussi tout un travail de notre part, de relecture, de réflexion, puisque pour cela, la partie éditoriale est vraiment chez Finitude plutôt tenue par Thierry, par mon mari. Néanmoins, j'interviens aussi toujours, mais c'est plutôt avec Thierry qu'Olivier travaille. Mais on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il fait une lecture, je fais une lecture aussi, nous faisons tous les 2 des remarques sur le texte, on croise ensemble nos remarques, on en discute. Oui, il vaut mieux qu'il y ait pour l'auteur une seule exactement, voix. Voilà, non mais tout à fait. On en discute, parfois on n'est pas tout à fait d'accord sur différentes choses. Nous aussi, on arrive à des compromis, et c'est finalement le résultat de ce travail-là que l'on soumet à l'auteur ensuite pour entamer ce jeu de ping-pong. Mais donc avant ces 3 semaines de ping-pong, avec l'auteur, il y a de notre côté facilement quelques semaines de travail assez intense autour du texte aussi. Est-ce que vous vous souvenez la réception du premier manuscrit d'Olivier Bourdeau, et qu'est-ce qui vous avait fait, qu'est-ce qui vous avait donné envie tous les 2 de le publier chez Finitude? Oui, je m'en souviens très bien parce que ça a été En fait, non. En réalité, quand je l'ai sorti de la pile, ça n'a pas été plus marquant que j'en sortais d'autres. C'est ensuite qu'on se dit, tiens, avec la vie exceptionnelle qu'a eu ce roman-là, qu'on se repenche sur ce moment particulier. Mais c'est toujours la même chose. En fait, chez Finitude, la lecture des manuscrits est assez organisée. Pour tout vous dire, les manuscrits arrivent par la poste exclusivement, puisqu'on ne lit pas de manuscrits en version numérique. Ils sont tous empilés sous la table basse et on les regarde, on les lit à l'heure du café. Donc tous les jours à midi, on lit des manuscrits, on regarde, etc.
il y a parfois, rarement, mais parfois, un de nous deux qui sort quelque chose et dit « Attends, là, je crois que j'ai quelque chose. Ouais. » Et dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. On le continue durant l'après-midi, ou alors on le ramène à la maison pour le soir, le week-end. Là, je me souviens très bien avoir lu ce texte dans l'après-midi, et en fin d'après-midi avoir dit à Thierry, il faut absolument que tu lises ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Il y a un ton, une originalité, il y a de l'humour, de l'émotion, enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément original, et c'est vrai que les lecteurs ne se rendent pas compte de ça, c'est-à-dire de l'uniformité de ce que l'on reçoit. Tous les manuscrits que l'on reçoit, chez Finitude, c'est à peu près entre 1000 et 1200 manuscrits par an. Très objectivement, les gens écrivent tous la même chose. Et quand quelque chose ressort, tout de suite, évidemment, ça vous arrête. Alors après, on continue. Quelquefois, ça tient pas, le style n'est pas le bon, ou alors l'histoire s'étiole, la construction, voilà. Mais parfois, ça va jusqu'au bout. Mais il faut aussi que ça corresponde à la ligne éditoriale. J'interrogeais tout à l'heure Olivier Bourdeau au-dessus. J'aimerais aussi là avoir, Emmanuelle Boisé, votre point de vue sur la définition de la ligne éditoriale et qu'est-ce qui fait qu'un texte... Il y en a pas. Ben voilà, ça. À part pas de livre de cuisine, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Pas d'histoire d'amour. Pas d'histoire d'amour, rajoute Olivier Si, Bourdeau. j'ai des histoires d'amour, mais pas de romance. Je me souviens d'avoir reçu un manuscrit qui s'appelait Gino le serial lover. Non, ça c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le genre de choses qu'on publie. Non, la seule ligne éditoriale qu'il y a, et je pense que c'est la seule chose qui tient vraiment pour un éditeur, c'est qu'un éditeur publie les choses qu'il aime lire, et qu'il aime. En tous les cas, c'est le cas dans le cadre de l'édition indépendante et des petites maisons comme nous. Quand on est salarié, c'est autre chose. Mais alors forcément, il y a une couleur qui se dessine au bout de 20 ans et de quelques 150 ou 200 publications, puisque les goûts, nos goûts communs finissent par donner quelque chose de cohérent. Est-ce que vous sauriez le définir, ça ? On aime les histoires, déjà. Il faut qu'il y ait une vraie trame narrative, il faut qu'il y ait... et c'est cet équilibre-là qui n'est pas toujours facile à trouver entre une réelle qualité littéraire, une plume, mais aussi une trame narrative, une histoire qui tienne. Voilà. Sinon, non, je vois pas quoi dire de plus, d'autant plus qu'on a publié de la littérature française, de la littérature étrangère. Je crois que l'auteur le plus jeune que j'ai publié, c'était Oscar Kopfan, qui avait 22 ou 23 ans lorsque Zenith Hotel est paru. L'auteur le plus ancien que j'ai publié, c'est Marc Papillon de la Frise, qui est un auteur de poésie du XVIe siècle. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement vaste. Absolument, absolument. Je reviens sur Florida, le roman d'Olivier Bourdeau. Nous avons parlé dans la première partie de ce podcast. Emmanuelle Boisé, est-ce que, puisque c'est le troisième roman d'un même auteur, est-ce que pour vous, vous attendez autre chose de votre auteur ? Est-ce que vous avez été surpris par ce texte qui nous emmène dans cet univers des mini-miss et des concours aux États-Unis ? Surpris non, parce qu'Olivier nous en a parlé au début de l'écriture, donc il a évoqué ce sujet-là, il nous a parlé d'Elisabeth, on a senti déjà que de toutes les façons c'était un personnage qui existait, qui avait déjà, ne serait-ce que dans sa tête, une réelle consistance, et que c'était vraiment intéressant de partir là-dessus. Je crois que on se permet d'intervenir effectivement sur le texte de l'auteur, parfois un petit peu sur la construction, un petit peu sur l'écriture, mais en revanche, je pense qu'Olivier me contredira pas sur les sujets. Enfin, on laisse une totale liberté à l'auteur. C'est à lui de voir où il veut aller. C'est à lui de voir comment son œuvre se construit, les choses qui arrivent. Il n'y a pas du tout de politique. Alors tu dois faire cette fois-ci un texte plus facile, cette fois-ci un texte plus doux, cette fois-ci. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, on devient un fonctionnaire de la littérature et c'est pas l'idée. Effectivement. Mais est-ce que votre travail quand même est différent sur un troisième texte que sur un premier avec un même auteur ? Parce qu'il y a le temps de la connaissance, il y a le temps vous savez les uns et les autres comment vous fonctionnez. Voilà, exactement. Voilà, la principale différence est là.
En fait, à partir du moment où on travaille déjà avec un auteur, la principale différence en fait, c'est que lorsque arrive un premier manuscrit, c'est un travail fini. Oui. Entre guillemets. Alors que lorsqu'on travaille avec un auteur depuis un certain temps, qu'il fait partie de la maison, évidemment, on est tenu au courant de la rédaction du texte au fur et à mesure. Encore que ça dépend, ça dépend des auteurs. Oui. Certains auteurs, on a simplement, je dirais, une ligne. Voilà, je vais parler de ça. Mon prochain texte sera ça. Ou alors, et puis c'est tout. Et ne veulent pas du tout nous faire lire avant que ce soit fini. Et il faut s'adapter. Voilà, c'est à géométrie variable la relation avec un auteur. Mais quand un auteur comme Olivier Bourdeau vous en parle avant, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous essayez de l'interroger pour savoir vraiment où va l'histoire? Est-ce que vous sentez qu'il a des demandes particulières, des impasses, Là aussi, ça a pu nous arriver avec certains auteurs de voir un auteur de le sentir en demande. C'est vraiment ça, il faut être au service d'eux. Un auteur peut être en demande en disant voilà, écoute, je suis parti, voilà le début de mon histoire, voilà ce qui se passe, mais là je suis dans une impasse entre mes deux personnages par exemple, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas quelle voie prendre, et quelquefois il peut y avoir effectivement une bascule complète de l'histoire. Il peut y avoir un auteur qui recommence complètement son texte parce que finalement, après y avoir réfléchi ensemble, il se dit non, je me suis fourvoyé, j'ai fait, c'est un exemple, mais j'ai commencé mon roman avec mon personnage principal, c'était l'homme de la relation, et au bout du compte, c'est la femme qui est beaucoup plus intéressante. Et donc c'est par là que c'est son point de vue que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, il peut y avoir... on peut intervenir à des tas de niveaux suivant ce que demande l'auteur. Voilà, et s'appelle donc Florida, c'est le titre du troisième roman d'Olivier Bourdeau que vous avez publié aux éditions Finitude. Emmanuelle Boisé, merci beaucoup à vous d'en avoir parlé. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer.